Bonjour, merci beaucoup pour cette introduction. Merci d'être ici et pour votre patience. Donc, moi, je suis mathématicienne, effectivement. Je ne vais pas trop discuter, même pas du tout, on va dire, hein, comme ça sera fait, du programme, même si je l'ai étudié parce que d'abord, je suis enseignante, et ensuite parce que j'ai des enfants au collège et au lycée. Donc, ça fait plusieurs raisons. Cela dit, je ne vais pas en parler aujourd'hui. Ce que je voudrais vous raconter simplement en quelques minutes, c'est le rôle des maths, alors évidemment d'une manière très personnelle, hein, dans ma vie quotidienne, la façon dont moi je fais des maths, le rôle des maths dans la compréhension, voire la validation parfois de ce qu'on voit dans la nature. Alors ça sera un petit peu le contraire de ce qu'on a vu tout à l'heure. Je vais faire tout sauf des solides. Je vais étudier plutôt des gaz et des fluides. Comme ça, on aura une après-midi complète. Et je voudrais vous expliquer en quelques mots hein, à quoi peuvent servir les maths. Il y aura des moments, je pense, un petit peu douloureux pour les non-mathématiciens dans la salle, j'en suis sûre même. Je vous demande un peu de patience. Voilà. Je ne peux pas m'empêcher de vous montrer des formules, des équations de maths, qui même moi me font peur, alors que ça fait beaucoup de temps que je les regarde. Donc voilà, il ne faut pas voir que ce n'est pas agressif, c'est simplement, voyez ça un petit peu comme un tableau. Voilà, moi j'aime bien raconter ça. Vous êtes au musée, vous voyez des tableaux, vous les aimez ou vous ne les aimez pas, c'est votre choix. Vous rentrez chez vous, vous ne savez pas les refaire en général, c'est pas grave, mais vous les aurez vus une fois dans votre vie, quoi. Donc c'est un petit peu comme ça que... Voilà. Alors, ce que je vais vous raconter, c'est d'abord comment, sur un exemple très simple, alors cet exemple, je crois que vous pouvez le raconter à vos élèves, donc c'est un exemple que j'aime bien expliquer, parce qu'il est vraiment accessible à tout niveau, c'est comment les maths peuvent permettre de justifier quelques paradoxes apparents. Donc c'est un paradoxe, la première fois qu'on le voit, on se dit mais c'est pas possible, je ne comprends pas ce qui se passe, et en fait un tout petit peu de maths, un tout petit peu de proba ou de combinatoire, mais vraiment qu'on peut faire avec un papier et un crayon, permettent d'expliquer ce qui se passe, et ça je trouve que c'est intéressant. Je vais essayer de vous expliquer, alors là c'est pas du tout pour vos élèves, je pense, c'est comment les maths peuvent permettre de justifier des équations. Donc les physiciens utilisent des équations, les physiciens fabriquent des équations, et suivant l'échelle, on a parlé d'échelle tout à l'heure, sur l'échelle à laquelle on regarde des objets physiques, les équations ne sont pas les mêmes, hein. Et chaque physicien qui travaille à son échelle propre, il va utiliser une ou une autre équation. Et en maths, on a envie de comprendre, enfin certains d'entre nous, pourquoi ces équations modélisent le même objet à une échelle différente. Bon, j'en dirai plus tard, pour l'instant c'est pas très clair, je pense. Et à la fin, un autre rôle des matheux aussi, pour certains en tout cas, c'est je prends une équation qui m'est donnée par un physicien, par un chimiste, etc. Et j'essaie de la résoudre. Et rien que ça, c'est compliqué. Et je vais essayer de vous expliquer ce que ça veut dire que résoudre et ce qu'on sait faire sur certains exemples. En tout cas sur l'exemple de la mécanique des fluides, qui est celui que je préfère. Voilà, donc je commence par mon expérience que j'aime beaucoup, qui est due à Paul et Tatiana Ehrenfest au début du XXe siècle. Voilà, vous avez deux récipients, un est vide, l'autre est rempli. Certains peut-être connaissent cette expérience. Donc dans le récipient de gauche, au départ, on avait 200 particules, et vous les laissez évoluer au cours du temps. Alors, ce n'est pas des vraies particules physiques, vous voyez qu'elles ne se rentrent pas vraiment dedans, elles se chevauchent, bon, ça c'est pour faire plus simple. Par contre, elles tapent le bord du récipient, et puis de temps en temps, elles passent par le petit couloir, elles se retrouvent de l'autre côté. Jusque-là, rien d'anormal. Et vous voyez que ce qu'on compte, vous ne voyez pas du tout d'ailleurs, mais en tout cas, ce qu'on compte, c'est le nombre de particules dans chacun des récipients. Et si vous voyez ce qui se passe, enfin, ça se voit de toute façon de loin, c'est qu'assez vite, il y a à peu près autant de particules de chaque côté. Vous êtes d'accord ? Donc elles continuent à passer de gauche et à droite, ce n'est pas toujours les mêmes évidemment qui sont à gauche ou à droite, mais assez rapidement on a en gros 100 particules à gauche, 100 particules à droite. Jusque-là tout va bien. Alors maintenant ce que je vous demande de faire comme expérience, c'est que vous regardez une particule en particulier et vous suivez son mouvement, vous oubliez toutes les autres. D'accord ? Et donc vous faites ça quelque temps, donc vous voyez qu'une particule va taper le bord, elle va taper un autre bord, au bout d'un moment elle va passer de l'autre côté, elle va revenir. Ça va ça ? Voilà. Alors maintenant, une fois que vous avez fait cet exercice, vous oubliez toutes les autres particules et vous imaginez que je passe le film à l'envers. Okay ? Donc la particule que vous avez regardée, elle a tapé un bord, elle a tapé un autre, elle est passée de l'autre côté. Si vous passez le film à l'envers, eh ben, elle passe de l'autre côté, elle tape un bord, elle tape un autre. Il n'y a rien de choquant. Donc cette particule a un mouvement réversible. Hein, si deux billes s'entrechoquent, vous pouvez passer le film dans un sens ou dans l'autre et le mouvement est réversible. Jusque-là, tout va bien. Alors ça ne va pas durer. Pourquoi ça ne va pas durer ? Parce que je vais faire un truc. C'est pas facile parce que je ne vois pas sur l'écran. Donc hop, j'avance. Je vais faire un truc, c'est que je vais passer le film à l'envers justement, comme vous avez fait vous dans votre tête. Et voilà ce qui se passe. Splouch. D'accord ? Ce qui se passe, c'est que toutes les billes passent à gauche. Et ça, vous êtes d'accord avec moi que c'est pas très plausible. Hein ? Donc ce qu'on a vu tout à l'heure, hein, c'est un film d'un mouvement irréversible.
dans la mesure où si je passe le film à l'envers, vous êtes tous d'accord pour me dire que j'ai passé le film à l'envers. Ça se voit. Hein. Si vous faites tomber un verre d'eau, il ne va pas remonter sur la table spontanément. Hein. Si vous regardez la chambre de vos enfants, elle ne va pas se ranger spontanément. Voilà. Ben là, c'est un peu pareil. Par contre, chacune des particules a eu un mouvement parfaitement réversible. On est d'accord, hein? Voilà. Alors moi, ça me perturbe. Donc quand on est perturbé, on fait des maths. Sur un exemple. Non, c'est pas ce que je voulais dire. Voilà, c'est dit. Donc quand on ne comprend pas, on se dit on va prendre un exemple. D'accord? Quand on est perturbé, on prend un exemple. L'exemple, c'est que dans mes récipients, je vais mettre juste 2 boules. D'accord? Puis je les colore, histoire d'y comprendre quelque chose, et je compte combien de configurations microscopiques, c'est-à-dire toutes les configurations différentes qui peuvent arriver à mon système. Hein, et donc il y en a combien? Je vois qu'il y en a 4, soit les 2 sont à gauche, soit les 2 sont à droite, soit il y en a une de chaque côté. Et comme j'ai mis les couleurs, c'est soit la rouge, soit la bleue qui est à gauche. Donc j'ai 4 possibilités. Maintenant, nous, ce qu'on voit à notre échelle, quand on regardait la petite expérience tout à l'heure, c'était pas quelle particule est à gauche, laquelle est à droite. On regardait combien il y en avait à gauche, combien il y en avait à droite. Donc la configuration macroscopique que nous on voit, c'est tout le monde est à gauche, tout le monde est à droite, ou bien il y en a une de chaque côté. Dans des configurations macroscopiques, j'en ai 3. D'accord? Alors que des microscopiques, j'en ai 4. Alors je continue. 3 particules de couleurs différentes. Cette fois, alors si vous comptez, j'ai fait le calcul, hein, j'ai trouvé 8 configurations microscopiques différentes. Par contre, des macroscopiques, j'en ai 4, puisqu'il y en a soit 3 à gauche, 3 à droite, 1 à gauche et 2 à gauche. D'accord? Alors, je fais encore une fois. Voilà, donc là, j'ai 4 particules. Des configurations microscopiques, j'en ai 16. Vous pouvez compter, c'est ce que j'ai trouvé. Et par contre, des macroscopiques, j'en ai soit 4 à gauche, 3 à gauche, 2 à gauche, 1 à gauche, 0 à gauche, ça fait 5. Alors, encore une fois, on est mathématiciens, on a compris sur 3 exemples ce qui se passe, on ne va pas continuer parce que je n'ai pas assez de couleurs de toute façon. Donc à un moment, on prend son crayon et on démontre un théorème. Le théorème, c'est si j'ai grand N particules, combien est-ce que j'ai de configurations macroscopiques? Alors ça, je pense que vos élèves peuvent faire le calcul. Soit j'en ai N à gauche, soit N-1, soit N-2, soit N-3, soit 1, soit 0. Donc en tout, ça fait N plus 1 configuration macroscopique. Des microscopiques, là, il faut être un petit peu plus avancé. Mais vous, en tout cas, vous êtes d'accord, je pense, qu'il y a 2 puissance N configurations microscopiques. Combien de possibilités j'ai de mettre N particules dans 2 réservoirs? Alors vous voyez, quand N est grand, 2 puissance N, c'est juste infiniment plus grand que N plus 1, que N. Typiquement, si vous pensez que vous avez un gaz, N, ça va être le nombre d'Avogadro. Donc moi, je ne suis pas physicienne, donc je dis 10 puissance 23. 10 puissance 23, c'est gigantesque, je suis d'accord. Plus 1, c'est aussi gigantesque. Mais alors 2 puissance 10 puissance 23, ça n'existe pas. D'accord, c'est énorme. Et ça n'existe pas, ça veut dire que c'est tellement plus que le nombre de particules sur Terre, c'est tellement plus que le nombre de secondes qu'il y a eu depuis la création de l'univers, que vous ne verrez jamais dans la vraie vie ce qu'on a vu en passant le film à l'envers. Simplement parce qu'on ne vit pas assez longtemps. Mais ça peut arriver. Hein, vous avez une chance sur 2 puissance N que toutes les particules partent de l'autre côté. De la même façon que dans cette pièce, si personne ne bouge, l'air est complètement à l'équilibre, vous avez une chance sur 2 puissance 10 puissance 23 pour que toutes les particules aillent se mettre dans un coin de la pièce. Ce qui ne serait pas très agréable pour nous. Donc heureusement que ça n'arrivera pas. Mais n'empêche que c'est complètement probable, enfin complètement improbable, mais complètement possible. Hein, c'est la différence entre le possible et le probable. Il est possible qu'elle fasse ça, parce que chacune a son petit mouvement réversible. Mais il y en a tellement des particules qu'en fait, ça ne va pas juste pas arriver. D'accord? Donc, juste par un petit calcul qui n'est pas très difficile, on peut comprendre des phénomènes d'irréversibilité qui sont en fait juste des phénomènes d'improbabilité. D'accord? Donc ça, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, c'est je décris un gaz en regardant le mouvement de chacune de ces particules. Donc on pourrait très bien décrire l'air dans cette pièce en écrivant les équations vérifiées par chacune des molécules de la pièce. On peut le faire, hein, sauf que je pense qu'à notre échelle, on n'en a strictement rien à faire de savoir où sont chacune des particules de la pièce. Par contre, si j'ouvre une fenêtre, hein, je vais avoir un courant d'air, on va avoir chaud, on va avoir froid suivant le moment, mais dès qu'on a envie de savoir hein, quelle va être la vitesse de l'air qui va rentrer par la fenêtre, quelle va être sa température, on se doute bien que ça a un petit rapport quand même avec le mouvement de chacune des particules, mais ce rapport n'est pas très simple.
à comprendre. D'accord ? Si je vous écris les équations pour chacune des particules de l'air, ça ne va pas du tout vous dire si l'air est chaud ou froid, enfin, en tout cas pas en regardant les équations. Par contre, il y a des gens qui ont écrit des équations pour ces courants d'air, qui sont par exemple Navier-Stokes et plein d'autres, dont je vais en parler tout à l'heure. Et donc, le second thème de mon exposé maintenant, c'est comment est-ce qu'on peut concilier deux approches qui n'ont strictement rien à voir, a priori, qui sont l'approche microscopique. J'écris des équations pour chacune des particules, ça c'est facile. Je ne dis pas que c'est facile à résoudre, mais c'est facile à écrire. Ou bien j'écris des équations moyennes, entre guillemets, pour le courant d'air. Ça c'est dur, c'est ça que vous n'avez peut-être pas beaucoup aimé. Mais par contre, c'est celle-là qui nous intéresse. On va les écrire toutes les deux, ces équations. Elles n'ont rien à voir, si on les regarde ni de près ni de loin, elles n'ont rien à voir. N'empêche qu'elles modélisent la même chose. Et donc, un des buts de certains mathématiciens, c'est de dire je vais démontrer que c'est bien la même chose. Alors, la plupart des physiciens, des humains en général, s'en fichent complètement, mais quand même, je pense que c'est important, juste pour un peu donner un statut rigoureux et solide, des bases rigoureuses à la physique, de dire vous avez des équations différentes et elles sont compatibles les unes avec les autres. Et à la fin de l'exposé, c'est non seulement vous avez des équations qui sont compatibles, mais en plus, ça serait bien de pouvoir les résoudre. Et ça va être la dernière partie d'un des rôles des mathématiciens. Donc, un petit historique sur les fluides. D'où viennent les équations fluides telles que les gens les utilisent encore aujourd'hui pour décrire le temps qu'il va faire demain, la houle, n'importe quelle échelle. On a des équations pour les fluides qui sont toutes modelées sur celles que je vais écrire dans une seconde. Et qui sont en fait liées aux équations de Newton. Alors vous savez, Newton, c'est le bilan des forces égale m fois l'accélération. Alors par principe, parce que moi je suis mathématicienne professionnelle, je ne mets pas de flèche sur les vecteurs. Ça c'est un truc, je sais que les élèves n'aiment pas ça du tout, mais je pense que vous, ça ne vous pose pas de problème. Donc A ici c'est un vecteur qui est l'accélération de votre objet physique qui vous intéresse. F c'est les forces, et vous savez, ce qu'a dit Newton, F égale m fois l'accélération. Partant de là, on va essayer d'écrire des équations qui décrivent un courant d'air ou tout autre fluide. Avant de ça, on va dire quelle est déjà l'équation microscopique, celle dont j'ai parlé au début. Alors encore une fois, comme je suis matheuse, la physique c'est trop compliqué, donc pour moi les molécules ce sont des sphères toutes identiques, d'accord, de rayon epsilon parce qu'elles sont toutes petites, et elles avancent à vitesse constante, et puis de temps en temps elles se rentrent dedans, comme un billard, et puis après elles rebondissent. Ça c'est mon gaz. Donc, je suis d'accord que c'est un peu loin de la vraie physique, mais quand même c'est déjà assez compliqué comme ça, parce que j'ai beaucoup de petites billes comme ça, j'en ai 10 puissance 23, un peu plus d'ailleurs. D'accord ? Donc j'en ai une quantité gigantesque qui avance en ligne droite et qui n'arrête pas de se rentrer dedans, même si l'air est au repos, c'est pas un cristal. D'accord ? Donc les molécules, elles sont tout le temps en train de se rentrer dedans. J'aime bien les cristaux, c'est pas la question, mais elles sont tout le temps en train de se rentrer dedans. Donc c'est un mouvement perpétuel que nous on ressent pas parce que l'air est à l'équilibre. Mais n'empêche qu'elles sont toutes en train de bouger tout le temps. Voilà les équations. Donc elles ne sont pas méchantes, surtout à droite. Ce que j'ai écrit là, c'est simplement la vitesse, c'est la dérivée de la position. L'accélération est nulle. Il n'y a pas plus simple. Sauf qu'elles se rentrent dedans quand même. Et donc la collision, celle-là, je ne vais pas la décrire, mais ce n'est pas dur. Si on réfléchit un tout petit peu, epsilon, c'est le diamètre de mes particules. Et ça, c'est vraiment ce qui arrive à deux boules de billard quand elles se rentrent dedans sur un billard parfait. Les collisions élastiques, conservation de la quantité de mouvement et d'énergie. Si on n'a jamais vu les formules, on se dit oulala, mais en fait, Xi et Xj, c'est juste les centres des sphères. Vraiment, c'est quelque chose de tout à fait, rien de compliqué là-dedans. Ce qui est compliqué, c'est le nombre d'équations qu'il faut écrire. Je suis en dimension 3, chaque particule elle a ses coordonnées, 3 en dimension 3 de position. Et puis en plus, j'ai les vitesses que je ne connais pas. Donc j'ai 6 inconnus par particule et j'ai grand N particules, donc j'ai 6 N équations à écrire et à résoudre. 6 fois 10 puissance 23. C'est pas très marrant. Et puis surtout, elles se rendent dedans tout le temps, donc c'est vraiment une horreur à écrire. Et encore une fois, en plus, à notre échelle à nous, ça ne nous intéresse pas vraiment. Mais n'empêche que c'est ça l'équation de base pour les gaz, c'est ça en fait. Encore une fois, c'est pas ça qu'on va utiliser. Donc en 1748, il y a eu une question qui a été posée par l'Académie des sciences de Berlin, que j'ai traduite plus ou moins ici, qui disait en gros la chose suivante, aux scientifiques en général, expliquez-nous quelles sont les forces qui agissent sur un solide qui est plongé dans un liquide. Vous avez le droit de jouer sur la forme du solide, de jouer sur la compressibilité du fluide, faites ce que vous voulez. Expliquez-nous ce qui se passe. Je crois que même aujourd'hui, on ne sait pas très bien, en fait, on n'a pas vraiment de réponse. Mais cette question a ouvert complètement le terrain de jeu des équations de la mécanique des fluides, avec surtout Jean d'Alembert, qui a envoyé au bout de 2 ans un manuscrit qui a complètement révolutionné la façon d'écrire les équations, qui a commencé à écrire les équations de la mécanique des fluides. Alors, juste pour la petite histoire, il n'a pas eu le prix. Le prix a été donné à un protégé du président du jury. Chose qui arrive.
Bon, le bon côté de l'histoire, c'est que personne ne connaît Jacques Adamy. Donc il a eu le prix à l'époque, mais son nom a disparu. Par contre, d'Alembert, il n'y a rien à dire. Donc finalement, ce qui a gagné à la fin, c'est quand même la science. Donc d'Alembert n'a pas eu le prix, et d'ailleurs ces équations en fait n'ont pas été complètement celles qu'on utilise aujourd'hui. Les vraies équations de la mécanique des fluides ont été écrites par le président du jury, mais qui au-delà de ça était quand même Euler, hein, le grand Euler, donc on va pas le critiquer du tout. En fait, il a lu le manuscrit de d'Alembert, et il a vu qu'il y avait un problème dans son manuscrit. D'Alembert a écrit des équations pour un fluide incompressible, et il n'a pas réussi à comprendre comment traduire l'incompressibilité du point de vue des équations. C'était un souci, il n'a pas réussi à le faire. Euler l'a fait en 1755 pour un fluide parfait. Qu'est-ce que c'est qu'un fluide parfait? La définition du fluide parfait est plus ou moins donnée par d'Alembert. Évidemment, d'Alembert n'était pas très content de tout ça, donc il a regardé le manuscrit d'Euler, et il a remarqué que si vous mettez un oiseau dans un fluide qui vérifierait les équations d'Euler, l'oiseau, ou l'avion, mais à l'époque il n'y en avait pas, ne connaîtrait pas de portance. Gênant. Et donc en fait, il a dit, ok, vous avez un problème, monsieur Euler, ça ne marche pas non plus. C'est un fluide parfait, mais les fluides, rien n'est parfait, d'accord, et notamment l'air n'est pas parfait. Il y a quelque chose à rajouter aux équations de l'air pour que la physique tolère l'équation. C'est bien beau d'écrire une équation à partir de principes mathématiques, c'est un peu ce qu'a fait Euler, mais après, il faut quand même que ça corresponde à la physique. Et donc là, beaucoup de gens ont travaillé dessus. D'Alembert a dit qu'il laissait aux géomètres futurs le soin de lever le problème. Alors, ce n'est pas vraiment des géomètres, c'est un ingénieur et un mathématicien, Navier et Stokes, et plein d'autres gens, en fait. Maintenant, on se souvient du nom de Navier et Stokes, qui n'ont pas du tout travaillé ensemble. Je les aime bien parce que l'un est français et l'autre est irlandais, ce qui est une qualité importante pour moi. Et donc, ils ont écrit ces équations de manière séparée, indépendante. Il y avait plein d'autres gens sur le coup, Saint-Venant, Bernoulli, beaucoup de gens ont réfléchi à la question. Mais les noms qui sont restés à la postérité sont Navier et Stokes, qui ont rajouté un terme, de manière un petit peu empirique, même complètement empirique, à l'équation de l'air. Et l'équation de Navier-Stokes est celle que tout le monde utilise, évidemment pas exactement elle, des avatars de cette équation, que ce soit pour prédire le temps qu'il va faire demain, que ce qui va se passer dans la mer, ce qui va se passer dans un verre d'eau. C'est vraiment l'équation de base de la mécanique des fluides, et c'est celle-là que je vais vous écrire maintenant, et qui risque de... Voilà, bon, c'est l'équation, la voilà. Alors, je vais essayer de vous l'expliquer quand même un tout petit peu. On repart de Newton, en fait. Et ce que dit Newton, c'est que l'accélération est égale au bilan des forces. Et la difficulté avec ce que je fais écrire maintenant, c'est que l'accélération, je suis pas en train de regarder chacune des particules individuellement, comme j'ai fait tout à l'heure avec Newton. Je suis en train de regarder plutôt un flux, quelque part. C'est la vitesse moyenne de ce qui me tombe dessus. Donc je ne suis pas chacune des particules. Je fais quelque chose de plus compliqué. Je regarde une particule qui a un instant de 0 et en x. À l'instant t, elle est en grand x, qui dépend de t et de d'où je venais. Et ce que je sais, c'est que la dérivée de grand X, c'est la vitesse, en t et au point grand X qui dépend d'où j'étais à l'instant 0, qui est petit x. D'accord ? Et l'accélération, c'est la dérivée par rapport au temps de ça. Donc là, ce n'est pas du tout pour vos élèves, c'est juste pour vous, parce que je suis en train de dériver par rapport au temps une fonction composée, parce que j'ai le temps qui est là et qui est là. D'accord ? Donc l'accélération de Newton, si je regarde vraiment le flot de mes particules, ce n'est pas juste la dérivée de u, et puis c'est tout, c'est la dérivée de cette fonction composée. Donc ça, c'est un tout petit peu pénible, mais la voilà, qui arrive sous vos yeux. Donc la masse, je vais dire que c'est 1 parce que c'est plus facile. Je fais des maths encore une fois. L'accélération, la voilà. Donc c'est une dérivée composée. La dérivée partielle par rapport au temps. Le triangle, c'est un gradient pour ceux qui auraient oublié. Donc c'est le vecteur des dérivées par rapport à 1, par rapport à 2, par rapport à 3. Les coordonnées 1, 2, 3. U, c'est la vitesse. F, c'est le bilan des forces. Par exemple, la gravité, vous mettez ce que vous voulez. Ça, c'est des forces, c'est vous qui agissez dessus. Donc vous décidez ce que vous voulez mettre. Et là où arrive, là c'est chez d'Alembert. D'Alembert, il voulait que son fluide soit incompressible. Pour ceux d'entre vous qui ont un souvenir de vos cours de calcul différentiel, la formule de Stokes, ça va la formule de Stokes? Eh bien voilà, elle est là en fait. Elle vous dit que un fluide incompressible vérifie que la divergence de U est nulle. Je suis désolée si ça ne vous plaît pas, mais ça va pas durer. Mais je suis obligée d'écrire l'équation. Donc d'Alembert, ça allait bien avec ça. Le problème, c'est que si vous faites le calcul en rentrant chez vous, de la divergence de cette équation-là, vous ne trouvez pas 0. Donc je veux que U soit de divergence nulle, mais cette équation n'est pas compatible. Euler arrive, il dit, c'est pas grave, il faut rajouter un gradient de pression. Donc la pression de mon fluide est une inconnue, la vitesse de mon fluide est une inconnue, et voilà l'équation de l'air. Donc on a gagné beaucoup au change par rapport à Newton, parce que j'ai 4 équations en fait. U, c'est U1, U2, U3.
Et incompressibilité, j'ai 4 équations par rapport à 6 fois 10 puissance 23. On a beaucoup gagné. Là, on a perdu, bien sûr, c'est que l'équation est non linéaire. J'ai U fois U. Il y a des dérivées partielles dans tous les sens. Et donc, bon, on gagne d'un côté, on n'a pas forcément gagné de tous les côtés. C'est une équation un petit peu moche. Et en plus, c'est un fluide parfait et ce n'est pas la vraie nature. Donc, Navier et Stokes ont rajouté un terme qui est celui-là. Donc, c'est le triangle dans l'autre sens. Pour ceux qui se souviennent, c'est le Laplacien. Si vous vous souvenez du Laplacien, c'est le terme qui arrive dans l'équation de la chaleur. Voilà, si vous vous souvenez de tout ça. Aïe, aïe, aïe. Pas tout le monde, mais c'est pas grave. Pourquoi on a rajouté l'équation de la chaleur? Parce que Navier et Stokes, ils ont dit un fluide n'est pas parfait. Quand il évolue au cours du temps, il perd d'énergie sous forme de chaleur. Il dissipe de la chaleur. Donc on va rajouter un terme qui ressemble à la chaleur. Et voilà. Ça, c'est le pire. Vous verrez, enfin, il y a encore un truc un peu pénible un peu plus tard, mais là, c'est presque le pire. Donc c'est un système d'équations aux dérivées partielles. L'accélération égale le bilan des forces. Je me souviens que j'ai la pression parce que je suis incompressible. Et puis je rajoute un petit terme qui dit que le fluide est visqueux. C'est pas très joli, mais quand même les fluides en général sont visqueux. Le miel beaucoup, l'eau un peu moins, mais ils sont tous visqueux. Et c'est ça qui fait que les oiseaux volent en plus. Donc c'est pratique. Et voilà l'équation de Navier-Stokes. D'accord. Donc maintenant on a vu 2 systèmes d'équations. Beaucoup d'équations faciles à écrire, Newton. Peu d'équations difficiles à écrire, Navier et Stokes. La question que je vais essayer de poser pendant quelques minutes, c'est est-ce qu'il y a un lien entre les deux, je sais, puisque c'est le même objet que je suis en train de décrire. Est-ce qu'il y a un théorème qui dit il y a un lien? D'accord, un truc où je vois, là je ne vois pas moi, le lien entre les deux, à part que je sais que je suis censé modéliser la même chose. J'aimerais bien un théorème. Et cette question en fait a été posée par Hilbert en 1900. Vous savez que tous les 4 ans, il y a un congrès des mathématiciens, peut-être, un congrès international, où les médailles Fields sont délivrées, tout ça. Donc ça, c'était le 2e congrès international, où Hilbert a posé 23 questions. C'est un truc qui se faisait à l'époque, maintenant plus beaucoup, s'il y a encore les 7 questions de clé. Mais donc ça, c'est les 23 questions de Hilbert. Dans ces 23 questions, certaines ont été résolues, d'autres sont un peu plus vraiment à la mode. Par contre, celle-là, elle n'a été ni résolue, et en plus, elle est encore un peu à la mode. C'est la question numéro 6, qui demande exactement ce que je vous dis là. Est-ce qu'il y a une manière de faire un passage à la limite, je ne sais pas comment, pour décrire les fluides continus, les milieux continus, à partir des équations discrètes microscopiques? C'est la question de 1900. Et il dit, vous avez le droit d'utiliser l'équation de Boltzmann, enfin, il ne dit pas l'équation de Boltzmann, il dit le livre de M. Boltzmann, pour répondre à la question. Et Boltzmann, ce qu'il a proposé, un peu après Navier et Stokes, c'est une équation à une échelle mésoscopique, intermédiaire entre le microscopique et le macroscopique, qui est là. Donc après ça, c'est fini pour les horreurs. Donc elle est un peu pire que Navier et Stokes, dans un certain sens, parce qu'elle est non linéaire. Vous avez du F et du F. F, c'est la densité, c'est la probabilité d'avoir une particule à la position T, à l'instant T, à la position X et à la vitesse V. D'accord. Donc on n'a plus grand N particules, on dit la probabilité qu'une parmi les grands N soit ici. Il écrit une équation, Boltzmann, qui est là. Donc elle est non linéaire, il y a le transport un peu comme tout à l'heure. En plus, il y a les intégrales, donc vous avez tout. Voilà M. Boltzmann. Quand il a écrit cette équation, il y a eu tout de suite des polémiques qui sont arrivées. Boltzmann s'est suicidé à la fin, pas que pour ça, mais quand même, parce que c'était très très violent. Les polémiques étant dues au fait notamment que cette équation-là est irréversible. Comme mon modèle d'avant, de tout début. L'équation est irréversible, alors que les équations de Newton, elles, sont réversibles. C'est l'équation du billard, le billard est réversible. Et celle-là, ça se voit pas sans trop de difficulté. L'entropie décroît. L'entropie, c'est la mesure du désordre. On pourra en parler très longtemps. Ou 3, ça dépend si c'est une entropie physique ou mathématicienne. En tout cas, elle n'est pas constante. Et donc, l'équation n'est pas réversible, alors que les équations de Newton sont réversibles. Il y a un problème. Et à l'époque, les gens ne savaient pas vraiment résoudre ce problème. Pour répondre à la question, est-ce qu'on peut aller des particules vers Navier-Stokes, Hilbert a dit, utilisez Boltzmann pour vous aider. Il y a un théorème qui dit que les particules convergent, Newton converge vers Boltzmann, ça c'est fait, sur un temps ridiculement court, qui est en gros le temps pour lequel une particule en croise une autre. Et après le théorème ne marche plus. Ça c'est lamentable, mais on ne sait pas faire mieux. Et la preuve en plus a mis des années, elle s'est terminée en 2014, c'est un gros résultat, complètement inopérant d'un point de vue de la physique, parce que 2 particules se croisent, ça arrive tout de suite, et le théorème arrête de fonctionner à ce moment-là. Donc je pense que le théorème est vrai beaucoup plus généralement, mais on n'a pas de preuve malheureusement. Donc ce temps est très court, on ne peut pas en déduire les équations des fluides. Par contre, il y a d'autres gens, plus récemment, qui ont démontré que Boltzmann converge vers Navier-Stokes. Je ne vais pas en dire plus sur les quantificateurs et tout ça, mais il y a un théorème qui dit la solution de Boltzmann, en un certain sens, converge vers la solution de Navier-Stokes. Donc ça, c'est la très bonne nouvelle du jour. C'est que Boltzmann, Navier-Stokes, c'est une bonne équation.
c'est la bonne limite de Boltzmann. Maintenant, ce qui reste à faire, c'est montrer que les particules convergent vers Boltzmann. Donc il y a encore plein de questions très très intéressantes et dures, malheureusement, à faire sur cette question. Voilà, pour finir, je ne veux pas trop vous faire rater vos trains. Donc pour finir, je voudrais juste parler du dernier point de mon exposé, qui est, ok, on explique quelques trucs irréversibles, avec un peu de proba. On essaie de donner un sens aux équations, un lien entre les différentes équations, et bien sûr, une autre chose qu'on devrait faire, c'est les résoudre, ces équations. C'est bien beau de les écrire et dire qu'elles ont du sens, il faut les résoudre. Alors, quand on aviez par exemple les Stokes et plein d'autres à l'époque, vous aviez Fourier, d'Alembert, il y a eu plein d'équations qui sont sorties à peu près en même temps pour des différents phénomènes physiques. Quand ils ont écrit ces équations, la première chose que les gens ont essayé de faire, c'est de les résoudre évidemment, donc chercher des solutions explicites. Ils n'ont pas réussi. Trouver une formule explicite, il faut y renoncer. Ça, c'est un truc ça prend du temps à accepter ça. C'est qu'il n'y a pas forcément de formule qui résout cette équation. C'est pas cosinus t moins sinus x plus je ne sais pas quoi. On ne va pas trouver quelque chose comme ça. Ce qui est un petit peu décevant, évidemment, parce qu'une équation qui n'a pas de solution explicite, à quoi ça sert? C'est comme ça, c'est trop dur, il n'y a pas de raison qu'il y ait une formule. Et si on en trouve une, pourquoi il y aurait une formule? D'accord? Donc assez vite, on a laissé tomber l'idée d'avoir une formule pour la solution. Une chose qu'on peut faire, et que les gens font encore, c'est chercher des solutions approchées, dire ok, il n'y a peut-être pas une formule exacte, mais si j'écris un développement en série de Fourier, par exemple, si j'écris un développement en polynôme, peut-être que je peux y arriver. La réponse en général est non. Et donc ça a créé un nouveau champ disciplinaire en maths qui est la théorie des équations en dérivée partielle. Qu'est-ce que c'est que résoudre une équation en dérivée partielle? Ce que j'ai écrit là, c'était une équation en dérivée partielle. Ça veut dire quoi la résoudre si on a renoncé à trouver une solution explicite? Alors, la résoudre, c'est déjà montrer qu'il y a une solution. Parce que l'air de rien, vous savez aussi bien que moi qu'il n'y a pas, c'est pas parce que j'écris une équation qu'il y a une solution. J'écris x carré égale moins 1, ça dépend. Ça dépend si on est prêt à introduire une nombre complexe ou pas. Pendant longtemps, il n'y avait pas de solution, x carré égale moins 1. Donc c'est pas parce qu'on écrit un truc sur une feuille de papier que 1 c'est correct et 2 qu'il y a une solution. Donc montrer l'existence d'une solution, c'est un métier, ça ne marche pas toujours. Et c'est déjà pas mal. Ça veut dire qu'au moins votre équation, vous pouvez en faire quelque chose. Une fois que vous avez l'existence, vous pouvez essayer de montrer l'unicité de la solution. Donc ça, d'un point de vue physique, c'est un peu la moindre des choses. Parce que si je vous dis qu'avec l'équation, demain, il fait soit 30 degrés, soit 0, vous allez dire, oh, d'accord, mais il faut faire quelque chose, quoi, ça ne sert à rien, votre truc. Donc montrer qu'il y a unicité de solution, c'est aussi la moindre des choses. Et en plus, stabilité, en principe, ça va un petit peu avec. C'est que cette équation-là, comme on a renoncé à une formule explicite, c'est peut-être un ordinateur qui va nous dire quelle est la solution, enfin, qui va nous dessiner une solution. Mais l'ordinateur, lui, ne comprend rien aux équations dérivées partielles, évidemment, il comprend que des approximations. La mesure de la vitesse de mon fluide initial, évidemment, elle ne sera pas exacte. La mesure de tous des paramètres physiques qui sont tous égaux à 1 dans mon équation, ils ne seront jamais exacts. Donc il faut absolument qu'il y ait un théorème aussi qui vous dise, si je fais une erreur de 0,1% sur tel ou tel facteur, la solution elle ne va pas être modifiée de 100%. D'accord? Donc tout ça, c'est des théorèmes qu'il faut écrire. Et une fois qu'on a ça, en tout cas, le mathématicien qui fait des EDP, il est content, il estime qu'il a fait son job. Le physicien pourrait trouver que c'est un peu léger, parce que c'est pas parce qu'on a existence, unicité de solution qu'on est content. On peut se demander à quoi elle ressemble, la solution. Donc on continue à travailler. Propriété qualitative. Vous me donnez une EDP, je vais essayer de vous dire est-ce que la solution est grande ou petite, est-ce qu'elle croît, est-ce qu'elle décroît, enfin, des questions qui ont l'air très naïves, mais qui parfois, juste, on ne sait pas du tout répondre. En même temps, donc ça c'est aussi une caractéristique du mathématicien, il n'est pas seulement perturbé comme j'ai dit avant, mais en plus il est paresseux, ou elle est paresseuse, et donc on n'a pas envie qu'à chaque fois que quelqu'un vient nous voir avec une nouvelle équation, il faille refaire tout le travail. Donc on a envie de structurer un peu tout ça, c'est un peu le travail des matheux aussi, d'avoir des grandes classes d'équations, où si vous m'en donnez une nouvelle, je vais essayer de la faire appartenir à telle ou telle famille, ce qui permettra de ne plus faire le job à chaque fois. Ce qui est très utile, d'un autre côté, si la famille est trop grosse, on dira pas beaucoup de choses dessus. Toutes les équations rentrent dans la grande famille des équations, mais là, on ne sait rien dire dessus. Donc il faut parfois revenir à la physique et voir quels sont les termes importants, les termes moins importants, justifier qu'on peut négliger certains termes. Ça, c'est aussi des maths, développement asymptotique. Donc simplifier les équations. Les physiciens le font tout le temps, ils ont raison. Nous, on va essayer de démontrer qu'ils ont raison. Je crois que pour moi, le truc, c'est que le physicien a toujours raison. Mais moi, je ne peux pas être physicienne parce que j'aurais... Non, mais c'est vrai, moi, j'aurais trop peur, enfin presque toujours. Le matheux, j'ai dit une bêtise là ou non? Le matheux ou la matheuse, ils vont essayer de décrire un théorème qui dit vous avez raison.
Ça, moi, j'ai déjà vécu ça dans ma petite vie de mathématicienne, où j'ai écrit un théorème, et j'ai dit aux physiciens, regardez ce que j'ai démontré. Et là, ils m'ont dit, oui, nous, on appelle ça le théorème de Taylor-Proudman, 1905 ou 1800, je ne sais plus combien. Bon, Taylor-Proudman n'avait pas démontré le théorème. Moi et plein d'autres, évidemment, on avait écrit un théorème qui justifiait juste un truc qu'ils savaient bien. Mais moi, ça me va très bien, et je crois que les physiciens aussi, ça leur va très bien. Donc, nous, on prend juste un temps infiniment plus grand à faire les choses, mais une fois qu'elles sont faites, elles sont faites. Mais si les physiciens n'étaient pas venus avant pour le faire de manière un peu plus rapide, on n'en serait pas où on est aujourd'hui. Bon, je vais peut-être juste prendre 5 minutes pour vous dire ce qu'on sait faire sur Navier-Stokes. Ça va aller vite parce qu'on ne sait rien faire, donc comme ça va être très rapide. Mais juste pour vous expliquer, voilà, si vous voulez raconter un peu à vos élèves, voilà ce que savent faire les matheux sur une équation qu'on utilise tout le temps, que les gens qui fabriquent des avions utilisent tout le temps, les gens qui font des bateaux, les gens qui prévoient le temps, ils utilisent tout le temps. Voilà ce que les mathématiciens savent faire. Alors, pour vous expliquer ce qu'ils savent faire, l'équation, on est tous d'accord, je vous l'ai déjà écrite, elle est là, elle est trop compliquée. Donc, je vais la simplifier de manière drastique, jusqu'à ce qu'on sache la résoudre. D'accord, c'est un peu ça l'idée du matheux aussi, hein, c'est quand c'est trop compliqué, j'efface jusqu'à ce que j'y arrive. Donc, j'efface la force extérieure parce que je vais la prendre nulle, c'est plus facile. Bon, c'est un peu plus simple, pas beaucoup plus simple, hein. Donc j'efface l'incompressibilité, ça c'était une horreur, on ne comprenait pas. Du coup la pression elle disparaît aussi, puisqu'elle vient avec. Ça c'est toujours une horreur. Donc j'enlève les dérivées partielles. Ça va mieux là. La divergence, j'avais enlevé la divergence, maintenant j'enlève toutes les dérivées dans tous les sens. Et je rappelle que U c'est la vitesse, et du sur dt maintenant c'est l'accélération, et voilà mon équation. L'accélération moins vitesse au carré plus vitesse égale 0. Alors on rigole, mais moi celle-là, je ne suis pas sûre de savoir la résoudre non plus. Enfin, pas de manière tout à fait explicite. Enfin, il faudrait réfléchir un tout petit peu, j'ai pas envie. Donc on va regarder celle-là d'abord. Une fois que j'aurai fait ça, je rajoute le terme non linéaire, mais j'enlève l'autre. Ça, c'est toujours faisable. Et puis à la fin, je mettrai quand même les deux. Et ce que je vais vous dire sur la dernière équation, c'est en gros ce qu'on sait faire sur Navier-Stokes. Bien sûr, il y a plus de maths derrière, mais c'est à peu près la même chose. Donc la première, si vous parlez à vos élèves qui ne connaissent pas les équadifs, voilà, mais qui connaissent peut-être, oui, ils connaissent un peu l'exponentielle, je crois, en terminale, un peu, peut-être plus après, je ne sais pas, mais on verra. Donc vous pouvez expliquer ça facilement. Accélération plus vitesse égale 0. Imaginez qu'au départ, vous avez une voiture qui va très très vite, donc sa vitesse initiale est très grande. L'accélération, c'est moins la vitesse, là. Donc c'est la décélération qui est très grande, donc elle va ralentir tout de suite. D'accord, donc en fait, elle va faire que ralentir cette voiture. Et donc la solution, c'est un truc qui tend vers 0. Hein, et si vous êtes fort en maths, vous trouvez que c'est une exponentielle, la formule qui est là. Donc ça, c'est une équation qui a une solution unique, stable, on sait tout faire dessus. Évidemment, c'est un peu trop facile, mais n'empêche qu'on est content, on a une solution, et on sait la décrire exactement. Accélération moins vitesse au carré égale 0. Donc je prends ma voiture, elle commence à aller vite. Alors l'accélération va aller encore plus vite, puisque c'est vitesse au carré. Donc la vitesse va aller encore plus vite, donc l'accélération encore plus vite. Et donc ça explose en temps fini. C'est la terminologie. Et on peut évidemment, là aussi, si on est fort, écrire une solution explicite. Si t est positif et u0 est positif, vous voyez que la solution explose en 1 sur u0, à un temps qu'on peut calculer. Rien à voir qualitativement. Vous avez la première équation, tout allait très très bien, solution globale qui tend vers 0 à l'infini. Deuxième équation, ça va très très mal, la solution explose en temps fini. L'autre, c'est un peu les deux. Donc en agitant les mains, ce qu'on peut dire, c'est la chose suivante. Si votre vitesse au départ est très très petite, alors sa vitesse au carré est encore plus petite. Et donc en fait, le u carré, il joue aucun rôle dans l'équation et tout se passe comme s'il n'était pas là. Mais ça se démontre après. Si votre vitesse initiale est très grande, alors u carré est gigantesque, c'est lui qui gagne et tout se passe comme s'il n'y avait pas le u. D'accord ? Donc l'équation non linéaire, si on a compris chacun des termes, après on peut à peu près savoir ce qui se passe en général. Et en fait, je vais m'arrêter là, Navier-Stokes, on sait faire la même chose. Donc le pionnier de Navier-Stokes, c'est Jean Leray. Après, il y a eu plein de gens. Encore aujourd'hui, on essaie pour tout vous dire, on ne sait pas résoudre l'équation. Hein. Donc encore aujourd'hui, certains d'entre nous essayent vainement de la résoudre. Mais ce qu'on sait dire, c'est qu'en général, le théorème, c'est je sais résoudre l'équation sur un petit temps. Mais je ne sais même pas dire qu'après, ça explose. Hein. Je ne sais rien dire. Je sais juste dire sur un petit temps, j'arrive à résoudre. Si vous me dites que le fluide au départ ne bouge presque pas, théorème, il continue à ne presque pas bouger. Bon, c'est des théorèmes difficiles, hein. Là je me moque de moi-même presque, hein, donc c'est pas gentil, mais c'est des théorèmes qui ne sont pas très faciles à démontrer, mais c'est pauvre d'un point de vue physique, hein, ça je suis complètement d'accord. Un fluide presque au repos reste presque au repos, mais enfin, c'est quand même rassurant.
Alors, vous allez peut-être juste me dire une chose et après j'arrête. Vous allez me dire quand même, on vient de la physique. Je n'arrête pas de vous dire c'est une équation physique. Derrière la physique, il y a quand même des trucs qui sont conservés, comme l'énergie. Donc, qu'est-ce qu'on raconte? Que l'équation explose en temps fini, la solution, la vitesse explose en temps fini, alors qu'il y a des choses, on sait très bien qu'elle n'explose pas, comme l'énergie qui est conservée. Et en fait, là, on commence à faire des maths. C'est comment est-ce que je mesure la solution? Est-ce que je mesure sa taille, qui peut tendre vers l'infini, ou bien son énergie, qui est l'intégrale du carré? Et vous savez qu'une fonction peut devenir très très grande par endroit, mais en ayant une intégrale bornée. Hein, donc, ce n'est pas parce que mon énergie est bornée que mon fluide par endroit ne va pas exploser. Hein, donc là, ça commence à faire de l'analyse amusante, c'est des maths, c'est joli. Et donc en utilisant la conservation de l'énergie, on arrive à montrer qu'il y a des solutions, mais au sens des distributions, là ça commence à être vraiment compliqué, et on ne sait pas qu'elles sont uniques. Par exemple, juste, je vais m'arrêter là, parce que sinon je ne m'arrêterai jamais. Par exemple, ce qu'on s'est montré sur l'équation d'Euler, c'est très perturbant, vous pouvez construire des solutions d'énergie finie à Euler, telles que, qui ne soient pas uniques. Alors, qui ne soient pas uniques, ça veut dire quoi? Vous pouvez, vraiment, c'est un théorème, ça. Vous pouvez prendre un fluide qui est au repos, mais au repos parfait, U égale 0. Quand vous voulez, vous lui faites partir, vous le faites être plus nul. Vous pouvez même choisir son énergie, c'est vous qui choisissez. Et quand vous voulez, vous pouvez arrêter le fluide. Ça, c'est une solution de l'air. Alors, ce n'est pas un problème de solution, c'est pas le problème de l'air, ça, c'est le problème de l'espace dans lequel on écrit la solution, c'est distribution, il y a des espaces un peu dégoûtants, mais il y a existence de solutions, dans ce point de vue-là, qui ne sont pas uniques. Donc ça peut arriver, hein. Je ne suis pas en train de raconter des trucs qui n'existent pas, il y a des théorèmes de non-unicité pour Euler, pas pour Navier-Stokes encore. Voilà, alors juste pour terminer, et puis après vraiment j'arrête. Donc c'est un peu inquiétant quelque part, parce que cette équation, elle date du milieu du 19e siècle, pardon. Tout le monde s'en sert tout le temps, et les matheux ne sont pas fichus de démontrer qu'il y a une existence et une unicité de solutions. C'est un tout petit peu embêtant. Donc, moi, mon opinion, c'est qu'il n'y a pas de problème. Hein. Je ne sais pas qu'on va y arriver, mais en tout cas, je pense que les physiciens ont raison de s'en servir. Mais juste une bonne nouvelle pour terminer, c'est qu'il y a des choses quand même que je n'ai pas fait là-dedans. C'est que je n'ai pas rajouté de paramètres physiques, par exemple la rotation de la Terre. On sait que la Terre tourne. Hein, et elle tourne vraiment, en fait. C'est-à-dire qu'une particule de fluide... je crois. Parce qu'une particule de fluide en une journée, elle aura fait quelques centaines de mètres maximum. Pendant ce temps, la Terre aura fait un tour complet. Donc le rapport entre la vitesse de rotation de la Terre et la vitesse du fluide est gigantesque. Hein, c'est 1 sur epsilon. Et donc si on rajoute ça dans l'équation, on rajoute la force de Coriolis, en fait, c'est ça qu'il faut mettre dans l'équation, avec ce 1 sur epsilon devant, alors théorème, l'équation est bien posée, existence, unicité, stabilité. Donc ça, c'est juste une bonne nouvelle, on est sur la Terre qui tourne, et du coup, on sait démontrer, c'est ça le théorème de Taylor-Proudman des années 1800, en fait c'est aussi un théorème de maths, que pour epsilon assez petit, donc pour une Terre qui tourne assez vite, alors les équations sont bien posées. D'accord, c'est juste pour vous rassurer un tout petit peu. Voilà, je crois que je vais m'arrêter là, et je vous remercie pour votre attention.